Le mot nidra, une des étymologies veut dire le bourgeonnement. C'est-à-dire, de la même façon qu'au printemps, les arbres bourgeonnent, nous qui sommes à l'extérieur, nous savons que l'arbre va devenir un grand bouquet de fleurs, et puis ça va donner des fruits qui eux-mêmes vont faire des graines, et les graines vont planter des forêts. Mais si on imagine être à l'intérieur de l'arbre, on craque de tous les côtés. Mais ce qui fait craquer, c'est cette force de vie qui est à l'intérieur de l'arbre. Donc le mot nidra a à voir avec ce phénomène-là. C'est-à-dire, selon le point de vue à partir duquel on regarde ce bourgeonnement, soit on le vit comme un craquement, on craque partout, c'est un peu douloureux, soit on le vit comme un processus qui est l'expression de l'énergie de la vie, qui passe par différentes phases, mais qui ultimement réensemence et fabrique des forêts entières. Un deuxième sens de nidra veut dire le sommeil ordinaire quand les gens dorment. Et le troisième sens de nidra, ça signifie l'état d'éveil à partir duquel le symbole qui est appelé Shiva aurait créé l'univers. Il y a beaucoup d'ambiguïté parce que ça a trois sens différents. Donc, encore une fois, soit un état d'éveil qui est créateur, soit un processus de vie, le mouvement de la vie, soit simplement dormir. Ça repose sur trois grands domaines. Un est appelé Sitili Karana. Karana, c'est une position difficile. Pas une posture corporelle, mais une position difficile. Et c'est ce qui est traduit ici par relaxation. Et en sanskrit, c'est présenté comme quelque chose de difficile. Parce qu'il va s'agir non pas de se relaxer, mais de lâcher. Ce qui est un peu différent. Alors au début, on lâche prise sur des éléments faciles à concevoir, l'anatomie, puis les organes, puis les os, et puis ensuite on va dans des phénomènes moins faciles d'accès, qui sont les organes des sens, donc les yeux, les oreilles, la peau, etc. Et puis les processus sensoriels, la vue, l'audition, l'odorat, et puis de lâcher ce qui organise la mémoire sensorielle. Et c'est là où le nidra commence vraiment, c'est-à-dire chaque fois qu'on a un rapport avec l'extérieur, généralement la mémoire intervient. Et on ne peut pas avoir un rapport direct à l'intérieur entre soi et quelque chose qui est à l'extérieur dès que la mémoire intervient. Donc, il y a la phase d'après, c'est l'observation du phénomène de la mémoire dans les différentes régions du cerveau. On distingue deux types de mémoire. Une mémoire pratique, c'est-à-dire, par exemple, quand on apprend à faire la cuisine ou à conduire, celle-là ne pose pas de difficultés. Et puis il y a la mémoire psychologique, qui sont des souvenirs que l'on garde en soi et qui colorent notre regard sur la vie. Et il s'agit de lâcher prise à ça aussi. Donc quand on parle de relaxation, ça n'est pas de se détendre, c'est de développer un état de lâcher prise vis-à-vis de n'importe quoi. Les objets vis-à-vis desquels on lâche prise n'ont pas d'importance. Ce qui est important, c'est de lâcher prise. Lorsque ce lâcher prise a lieu, surgit quelque chose de très mystérieux que le yoga appelle du prana, qu'ici on appelle de l'énergie. C'est-à-dire, tout d'un coup, il y a un supplément de force, il y a un supplément de vitalité. La grande question, c'est que fait-on de ce supplément ? Et là, il y a la deuxième pratique,
qui s'appelle dharana, qui est souvent appelée concentration, et qui a à voir avec l'état avec la présence, avec la vigilance dans la durée. Et là, on annonce 12 niveaux d'intensité de concentration pour développer cette faculté de rester présent dans la durée. Lorsque des états importants de présence ont lieu en même temps un grand lâcher-prise, se produit un autre événement qui est encore plus mystérieux que le premier, qui est un sentiment de vastitude, un sentiment de grand silence, et assez joyeux, assez jubilatoire. Et dans cette méthode-là, on appelle ça un état méditatif. Pas une méditation. Souvent, ce que les gens appellent une méditation, c'est un exercice. En réalité, c'est une concentration. C'est un état méditatif spontané, dans lequel toute sensation de séparation a disparu. Et le troisième élément dans le nidra, la troisième approche, on appelle ça svadhyaya, qui est souvent traduit par étude des textes, mais on ne l'appelle pas dans ce cas-là étude des textes, on appelle étude sur soi. Et c'est toute une façon, on instaure des dialogues à 2, à 3, à 5 personnes, avec des modes de conversation très structurés, avec des règles de conversation, pour essayer à plusieurs de passer de la compréhension au ressenti. Alors c'est des questions du genre qu'est-ce que c'est mourir? Qu'est-ce que signifie? C'est quoi la mort? C'est quoi être intelligent? Qu'est-ce que l'intelligence? Qu'est-ce que la relation? Et de chercher ensemble il y a vraiment une méthode de conversation pour utiliser notre pensée un peu comme un laser jusqu'à toucher la chose dont on parle, de le vivre à plusieurs en même temps. Une des origines du Nidra Yoga, c'est une très ancienne méthode qui s'appelait Asparsha. Asparsha Yoga. Sparsha en sanskrit veut dire le contact, le toucher, et A est privatif. C'est le yoga de la non-relation, c'est le yoga du non-contact. Sous-entendu, dès qu'il y a relation, il y a dualité, il y a un sujet et un objet, et quand il n'y a pas de relation, il y a un état d'unité. Et cet Asparsha Yoga, on n'en parle quasiment pas. Il y a un seul auteur français, qui était Pierre Feugat, qui a un peu écrit là-dessus dans un de ses livres. Et on est dans une période de perte, de dispersion de cet enseignement. Il y a très très peu de gens qui le transmettent. Alors je ne sais pas si c'est en danger, mais après maintenant une quinzaine d'années d'enseignement quasiment tous les jours, quelques personnes ont étudié pendant longtemps, quelques-uns ont commencé à l'enseigner, et on s'est organisé là pour tenter de faire une recherche avec l'équivalent du CNRS italien sur les effets du Nidra dans le cerveau. La recherche va être un groupe de 30 personnes qui vont avoir à peu près 8 à 10 heures de cours par jour pendant un mois, avec des analyses régulières. Analyse, ça veut dire des prises de sang pour faire des recherches sur les neurotransmetteurs, des analyses d'urine, des analyses de salive, des analyses de l'activité électrique du cerveau, des électroencéphalogrammes donc,
sur le quotient intellectuel, le quotient émotionnel, et puis des IRM. Donc les gens vont en avoir plusieurs régulièrement au cours du mois avec donc une pratique intense. Et pratiquer 8 heures par jour n'est pas ce qui généralement est connu en termes de nidra. Souvent, le nidra c'est 15 minutes à la fin d'une séance de posture. Là, c'est vraiment un enseignement entier où on ne fait que ça. Et il existe des milliers de pratiques, des milliers d'exercices. Et le but de cette recherche, c'est de voir si il est possible de mesurer une modification, parce que le peu de textes que l'on a parlent de quelque chose qu'on appelle le milieu. En sanskrit, on appelle ça le madhya. C'est un point en plein milieu du cerveau. En recherchant avec des neurologues et des chercheurs dans des universités, on a une direction de l'endroit où ça pourrait se passer. Ont été repérés des phénomènes dont parle le yoga. Le cerveau est prédictif. Il y a dans le cerveau une faculté qui voit, qui pressent, qui prévoit quelques millisecondes avant qu'un événement ait lieu. Et cette activité fonctionne en permanence. C'est-à-dire qu'il y a chez tous les êtres humains une faculté qui voit à l'avance, avant qu'un événement ait lieu, quelques millisecondes. On parle de ça dans les enseignements, on appelle ça la buddhi. C'est une des qualités de la buddhi qui est souvent traduit ici on appelle ça l'intelligence supérieure, je crois, qui n'est pas une très bonne traduction. Et cette faculté d'intuition. Et on a repéré dans 2 régions qui sont en plein centre du cerveau un phénomène électrique. Il y a entre 7 et 9 impulsions électriques par seconde. Quand la deuxième a lieu, la première s'arrête, mais la deuxième compare avec la première. Et puis la troisième a lieu, la deuxième s'arrête, et la troisième compare avec la deuxième, etc. 7 à 9 fois. Il y a des personnes chez qui la première impulsion ne s'arrête pas. Elle se continue. Et ces gens décrivent des expériences extatiques. Donc ça a été fait à l'hôpital universitaire de Genève avec une dame qui s'appelle Fabienne Picard qui fait des études sur les épilepsies. Et on s'est posé la question là, ensemble si ce dont parle le yoga ne serait pas mesurable, parce qu'elle a réussi à faire des mesures. Mais tout ça réclame un vrai protocole de recherche, et surtout un enseignement intense pendant un mois, avec un échantillon de la population. Parce que des quantités d'élèves ont vécu des changements vraiment radicaux dans leur vie. Certains, ça semble être ce que les enseignements appellent des états d'éveil. On se pose la question, est-ce que c'est mesurable? Et bien sûr, antérieurement à cet état-là, il y a beaucoup de changements concernant la santé physique, la santé mentale, l'insertion sociale, le comportement en général dans la vie. Donc toutes ces choses vont être étudiées de façon à, on pourrait dire, faire de la publicité pour le sacré, faire savoir que c'est possible dans nos vies, parce que les personnes qui vont venir sont des gens complètement néophytes, des gens qui n'ont pas de pratique. Et c'est ça qui intéresse depuis des millénaires toute
toute l'humanité, c'est est-ce que dans le cadre de notre vie quotidienne, on peut être radicalement heureux.